justement après au final dans l'activité. Donc, j'ai terminé une termination en de cours à partir de mon master 1, j'ai également fait mon master 2, et ensuite j'ai eu la chance de poursuivre mon doctorat en préparation nationale. À la suite de ça, je suis partie quelques mois au district hospital de Toronto, j'ai poursuivi ma recherche sur des adultes avec autisme. Et enfin, à la fin du mois, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe de recherche à l'Université de Genève grâce à un financement de la Fondation Pierre et Marie Curie. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les travaux qui ont été réalisés à Tours. Donc, Tours, c'est une équipe qui est très pluridisciplinaire, qui possède de nombreux domaines d'intérêt et d'expertise. Et donc, c'est une équipe qui peut s'intéresser tout aussi bien aux mécanismes cérébraux qui sous-tendent de nombreuses fonctions cognitives, comme par exemple la perception des indices sociaux, mais qui s'intéresse également de très près à la thérapeutique, et notamment donc, à l'élaboration, à l'évaluation de ces thérapeutiques. Et donc, ces grands domaines d'intérêt sont bien sûr abordés toujours par une approche multimodale en multipliant les techniques, les outils et les techniques d'imagerie cérébrale. Donc, à l'interface de tous ces domaines d'intérêt et d'expertise, ma thèse a eu pour but en fait d'évaluer une thérapie particulière de la communication, qui est la thérapie d'échange et de développement, qui a été mise en place par Pierre Lenoir à Tours. Et donc, la particularité de ce projet de thèse a été d'évaluer l'efficacité de cette thérapie, non seulement d'un point de vue clinique, en regardant l'évolution du comportement tout au long de la prise en charge, mais a été aussi de voir l'efficacité d'un point de vue du cerveau, de voir comment la thérapie en fait pouvait influencer le cerveau et si elle pouvait donc permettre la reprise d'un développement cérébral normal. Et donc bien sûr, ce projet ambitieux a nécessité tout au long du protocole de recherche un très fort lien entre la clinique et la recherche en chaque temps du protocole. Donc la thérapie d'échange et de développement, comme l'a dit Frédéric, c'est une thérapie neurodéveloppementale qui est appliquée donc, chez de très jeunes enfants au moment où la plasticité cérébrale est la plus importante, donc idéalement avant 4 ans. Et grâce à l'exercice des fonctions comme l'imitation, qu'on a déjà vu, l'imitation, l'attention, les émotions, etc., le but de la thèse, c'est de réactiver en fait ces systèmes intégrateurs cérébraux qui sont en fait entravés dans l'autisme. Et donc le but, c'est de les stimuler vers une reprise du développement normal. Et donc il y avait déjà eu des études qui ont montré l'existence de marqueurs d'efficacité clinique de la thèse. Une amélioration clinique a déjà été mise en évidence suite à ce type de thérapie, en utilisant des outils tels que la BEC, qui est la batterie d'évaluation cognitive et sociale, ou le CA, qui est l'échelle des comportements typiques. Par contre, d'un point de vue neurophysiologique, aucun marqueur d'efficacité n'a encore été démontré. Et donc l'idée vraiment de ce projet de thèse, c'était d'arriver à mettre en évidence à la fois les marqueurs d'efficacité clinique de la thèse, mais aussi les marqueurs d'efficacité au niveau cérébral. Avant de vous détailler plus précisément le protocole, c'est une petite dia pour vous montrer le design expérimental du protocole consistant en un suivi vraiment longitudinal. L'enfant a été suivi pendant 2 ans de thèse, qui correspond généralement en moyenne à la durée de la thérapie. Donc, l'enfant a été inclus avant le début de la prise en charge et ensuite a suivi plusieurs évaluations chaque année après son début de prise en charge. Et donc, en chaque temps de ce protocole longitudinal, l'équipe clinique est intervenue de manière essentielle. Donc avant le début de la prise en charge, l'analyse fonctionnelle du comportement de l'enfant a été réalisée afin d'élaborer le profil de l'enfant et bien évidemment son projet personnalisé, spécifique, et définir les séquences de soins. Et après le début de la prise en charge, l'équipe clinique a bien entendu participé grandement au protocole avec l'exercice des fonctions et le suivi clinique. Donc tout au long de ce protocole, sur les 2 ans de prise en charge, on a réalisé 3 types de passations. Donc une passation avant le début de la prise en charge, une passation 1 an après et une passation 2 ans après, donc à la fin de la thèse. Et à chacun de ces 3 temps, une approche intégrative a été adoptée, c'est-à-dire qu'on a combiné des techniques d'évaluation neurophysiologique à des techniques d'évaluation clinique. Donc au même moment, pour chaque enfant, en chacun de ces 3 temps, on a réalisé ces 2 types d'évaluation. Donc les évaluations cliniques, elles correspondaient dans un premier temps à des évaluations en eye tracking. Donc je ne vais pas détailler l'eye tracking parce qu'on a bien vu ce matin comment ça fonctionnait. Donc on a enregistré le trajet oculaire lors de la perception de visage émotionnel, qui sont des indices sociaux très forts. Et en électrophysiologie, toujours en réponse à la perception de visage émotionnel, on a enregistré en EEG, grâce à 18 électrodes positionnées sur le scalp, l'activité électrique cérébrale en réponse à ces stimuli sociaux. Et donc, combiné à ces évaluations neurophysiologiques,
On a également réalisé des évaluations cliniques, donc des évaluations de l'ensemble de la symptomatologie autistique, avec par exemple la cotation d'outils comme la DOS ou le CAR, qui est un outil spécifique du tour. Mais également, on a également réalisé des évaluations plus spécifiques du développement socio-émotionnel et cognitif, en utilisant donc la batterie d'évaluation cognitive et sociale, qui est un outil qui a également pris ses débuts à Tours. Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, là, c'est donc les résultats obtenus grâce à la DOS. Donc, avant de vous présenter ça, je vais juste vous faire remarquer l'âge des enfants. C'est des petits enfants, moyenne d'âge 3 ans, 9 mois à T0, donc au moment de l'inclusion. Et ces enfants ont présenté, grâce au score CAR, excusez-moi, un autisme sévère associé donc à un retard de développement moyen. Et donc après 2 ans de prise en charge, on peut voir que le score à DOS diminue significativement pour le sous-score de communication et une tendance à 0,06 à diminuer pour le sous-score d'interaction sociale, ce qui fait qu'au final le score global autisme de la DOS diminue significativement en 2 ans de prise en charge, qui sous-entend donc une amélioration des comportements sur le plan clinique, une amélioration globale du comportement. Donc maintenant, je vais vous présenter, donc, toujours en ce qui concerne les évolutions cliniques, les résultats de la BEX, donc la batterie d'évaluation cognitive et sociale. Donc la BEX, c'est un outil. La BEX, c'est un outil donc circulaire, et vous pouvez voir en fait que tout autour de ce terme, il y a en fait 16 fonctions qui sont regroupées suivant leur caractère socio-émotionnel ou cognitif. Et donc, on peut voir, et donc chacune de ces fonctions sont cotées de 1 à 4 en fonction du niveau de développement de l'enfant pour la fonction. En fait. Donc, par exemple, un niveau de 1 correspond à un niveau de 4-8 mois, alors qu'un niveau maximal de 4, qui correspond au plus haut point, correspond à un niveau de 18-24 mois de développement. Et donc, par exemple, dans les fonctions associées au domaine socio-émotionnel, on peut retrouver des fonctions comme l'attention conjointe, le langage expressif, l'imitation verbale et gestuelle. Alors qu'au niveau du domaine cognitif, on peut plus retrouver des fonctions comme l'image de soi ou la relation à l'objet, la relation spatiale, des choses comme ça. Et donc on peut voir qu'en 2 ans de prise en charge, il y a une évolution globale de l'ensemble des capacités cognitives et socio-émotionnelles, avec donc, vous voyez bien, un élargissement en fait, du cercle en 2 ans de prise en charge. Et enfin, pour terminer sur les évolutions cliniques, on peut voir qu'au niveau de l'ECA, que l'ensemble des sous-scores des 3 axes de la TRIA, donc l'interaction sociale, résistance au changement et communication, le score diminue tout au long de la prise en charge, aussi bien en groupe, donc en violet, qu'en séance de TED, parce que cette échelle est cotée donc, à l'hôpital aussi bien en relation duel au cours de la thérapie, que sur le groupe en fait, au niveau des autres enfants. Et donc on peut voir une diminution aussi bien en groupe qu'en TED, qui est significative, qui montre ici aussi une amélioration clinique de l'ensemble des comportements. Donc je vais maintenant vous présenter, on a donc vu qu'il y avait une amélioration sur le plan clinique, et donc maintenant on va essayer de voir un peu d'un point de vue neurophysiologique si ces améliorations cliniques ont une correspondance. Donc en eye tracking, on a présenté des visages émotionnels et neutres. Et donc on peut voir qu'en 2 ans de prise en charge, la stratégie de l'exploration oculaire sur le visage apparaît vraiment changée. Et donc quand on regarde le petit graphique, on peut voir qu'en fait, avant le début de la prise en charge, les autistes, donc c'est en orange plein, sont significativement différents des témoins, parce qu'ils regardent moins la tête et spécifiquement moins les yeux. Et après 2 ans de prise en charge, ce temps passé à regarder la tête et les yeux augmente, et les autistes sont alors plus significativement différents des contrôles à tardier en âge. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette augmentation du temps passé à regarder les yeux intervient dès la première année de thérapie, et stagne ensuite au cours de la seconde année. Donc vraiment cette réorientation de l'attention sur les yeux intervient vraiment très précocement dans la tête dès la première année. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter donc, les résultats en électrophysiologie. Donc en électrophysiologie, on a présenté également des visages émotionnels neutres, et on a positionné donc, 18 électrodes sur le scalp et on a enregistré en fait l'activité électrique cérébrale. Et donc quand on présente un visage comme ça, on a étudié 2 types de réponses cérébrale. Donc la première, c'est une réponse cérébrale qui apparaît à l'arrière du cerveau, dans les régions occipitales, donc qui sont des régions connues pour sous-tendre un peu la perception sensorielle visuelle basique primaire.
Donc, au niveau de ces régions cérébrales, on a observé environ 100 millisecondes après l'apparition du signe, on a observé une composante, un pic positif qu'on appelle la P1 ou P1. Et on peut voir que cette composante est donc différente chez les autistes AT0 entrée plein par rapport aux témoins entrée pointillée. Donc avant le début de la prise en charge, cette composante, qui est un peu un indice en fait de la perception sensorielle, de la perception visuelle basique, apparaît anormale dans l'autisme. Par contre, après 2 ans de prise en charge, en violet très plein, vous voyez bien que la courbe des enfants avec autisme a augmenté et tend à rejoindre un pattern de développement normal observé chez les contrôles. Donc on peut dire que la stratégie en fait développementale tend à reprendre, puisque vous voyez que les 2 courbes se rapprochent, et c'est quelque chose qu'on peut bien voir, comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur les cartes de densité de potentiel. Ce sont des cartes qui permettent en fait d'illustrer un peu comment est répartie l'activité électrique sur le scale. Et donc vous voyez bien que AT2, les enfants, donc la P1 est une composante positive, donc c'est la tache verte. Et vous voyez bien dans le KT2, la tache verte qui correspond à la P1 est beaucoup plus similaire au témoin qu'à T0. Donc ça sous-entend en fait une réorganisation un peu des générateurs cérébraux qui sous-tendent en réponse à ces indices sociaux. Et donc on peut observer aussi un autre indice électrophysiologique qui apparaît donc plus dans les régions temporales. Et donc cette composante apparaît donc environ 170 millisecondes après la présentation du visage. Et elle est cette fois négative, donc c'est les pics là-bas, qui va vers le bas, vous voyez en haut à gauche. Et donc ici encore, on voit bien qu'avant le début de la prise en charge en orange très plein, la courbe est bien différente chez les autistes par rapport au contrôle. Par contre, après 2 ans de prise en charge, on voit que cette composante a évolué. Et sur cette composante, on voit même une superposition des courbes. Donc la M170 chez les enfants autistes et chez les enfants contrôle se superpose après 2 ans de thérapie, ce qui sous-entend en fait une reprise du développement. Vraiment, ça tend à rejoindre un pattern de développement normal. Et pour cette composante aussi, on retrouve celle-ci sur les maps, puisque donc là, la M170 est représentée par les 2 taches rouges qu'on observe derrière ici. Et donc on peut voir qu'AT2, comme pour la dernière fois, AT2, c'est beaucoup plus similaire après 2 ans de prise en charge qu'avant le début de la prise en charge. Voilà, donc en conclusion, donc ici, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on a identifié des marqueurs d'efficacité clinique, c'est des choses qui avaient déjà été montrées chez nous, mais qu'on a aussi pu maintenant, et ça c'est la première fois, mettre aussi en évidence des marqueurs d'efficacité neurophysiologique de la TED. C'est-à-dire qu'en fait, la TED, en rééduquant les fonctions, en travaillant la perception sensorielle, l'attention, le partage émotionnel, etc., a permis une amélioration sur le plan clinique, mais a aussi permis la reprise du développement au niveau cérébral. Voilà. Et donc, je vous remercie de votre attention, et donc on remercie la Fondation Orange.